Nous, nous, écrivains, faisons appel aussi bien aux sciences exactes qu'aux sciences sociales, qu'aux savoirs culturels dans lesquels nous baignons. Et c'est de leur rencontre avec notre histoire personnelle, nos émotions, nos rêves, que nous tirons cet élixir en particulier qu'est la littérature. C'est pourquoi la littérature donne la saveur du monde. Cette saveur n'est ni une explication, ni une information, mais l'occasion de la mettre à l'épreuve de notre goût intime. Cette rencontre ou confrontation est une expérience essentielle, à la fois pour celui ou celle qui écrit, comme celui ou celle qui lit. D'autant plus puissante qu'il ne s'agit pas d'un savoir ou d'une saveur d'ordre matériel. C'est la puissance de l'immatériel, quelque chose que l'on ne peut pas toucher des mains, mais qui nous produit cet effet tellement puissant. La littérature n'est donc pas une compétition. Elle a à voir entre écrivains. Elle a à voir avec le jeu de la lumière, de la confrontation avec l'ombre. Et c'est une expérience essentielle à la fois pour nous. Je suis une femme qui écrit et cela aussi mérite que je m'y arrête. La littérature haïtienne a été dominée pendant plus de 2 siècles par les hommes. La voix des rares femmes qui se risquaient sur ce territoire était invisibilisée. Quand une écrivaine comme Marie Chauvette arrive dans le paysage littéraire après 2 grands géants, Roumain et Alexis, on n'a pas compris tout de suite la radicale nouveauté de son écriture. Les manuels scolaires eux-mêmes sont passés à côté. Or, non seulement elle fait avancer le roman sur le plan esthétique avec les techniques du monologue intérieur, sur le plan philosophique avec l'idée que le roman est l'espace de la complexité, que c'est au-delà de héros qui sont sans faille face à des ennemis qui auraient tous les défauts. Pardon. Elle fait résonner si fortement pour la première fois la voix de la femme. Elle détruit ce mythe contradictoire et très répandu dans les fondements même de la majorité des sociétés humaines, celui du corps de la femme, à la fois comme tabernacle et d'un autre côté comme objet de fantasme, donc de possibles violences. Je dis qu'il y a donc un avant Marie Chauvette et un après Marie Chauvette. Elle demeure pour moi une inspiration fondamentale. Mais quelle femme écrit en Haïti? Jusqu'à l'époque de Marie Chauvette, il s'agissait de femmes de la bourgeoisie grande et moyenne qui écrivaient en français. Je me suis moi-même posé cette question en écrivant Entre l'entrage et la fuite pour interroger mon propre parcours. Je suis une femme qui écrit et cela aussi mérite que je m'y arrête. C'est un peu pour dire ce malaise dans ce sentiment d'exil dans lequel se retrouvait une femme qui écrivait en français, comme jusqu'à ma génération, et dans un pays dont la majorité des gens ne connaissent pas l'écrit, dont la majorité des gens parlent le créole. Donc, il y avait un sentiment de coupure qui était assez fort. Pardon. Et c'est ainsi que, en analysant ma propre démarche, je suis venue à montrer que la femme aussi, elle était dans cette espèce d'exil, puisque sa voix n'était pas encore reconnue. Et je crois que c'était aussi une manière pour moi de me dire, malgré ce malaise que je sentais dans cette discrimination radicale entre 2 groupes en Haïti, des groupes sociaux en Haïti, qu'il fallait que je surmonte ce malaise. Que les personnes qui écrivent vraiment sont des personnes qui sont traversées, habitées par un malaise. Quand on n'a pas ce malaise fondamental, eh bien, on n'écrit pas, on ne fait pas de la musique, on ne peint pas, on se contente du monde tel qu'il est. Mais depuis la fin des années 80, début des années 90, la voix des écrivaines se fait de plus en plus sentir et ces voix sont reconnues. Il ne faudrait surtout pas nier le travail énorme des organisations féministes dans la prise de conscience de cette problématique de la femme en général dans notre société. Parallèlement à cette prise de conscience, même lente, il y a une entrée progressive dans l'espace public des couches plus populaires. Et la littérature elle-même aujourd'hui émane de ces nouvelles couches. Ce qui crée une dynamique absolument inédite, et particulièrement dans l'écriture du théâtre. On a non seulement des groupes plus populaires, des écrivains d'origine plus populaire, mais aussi beaucoup de femmes. Et ça, je pense que c'est une avancée incontestable. Et dans le roman aussi. Par exemple, les 2 avant-derniers prix des chants du roman, ce sont des romans écrits en créole par des femmes. On n'a pas assez mis en valeur et en lumière cette avancée. Parce qu'il y a une chose de faire de la poésie en créole, la prose demande un travail, disons, sur un long terme qui est assez soutenu,
Et c'est intéressant que ce soit deux jeunes femmes qui l'aient fait. En plus, il y a donc cette entrée progressive dans l'espace public de couches populaires et de la langue créole. Ce qui crée une dynamique, donc, comme je dis, extrêmement originale. Et la thématique du corps est très présente dans cette nouvelle écriture des femmes, puisqu'on ose beaucoup plus parler non seulement de son corps, mais en même temps des violences et des discriminations qui passent à travers ce corps, les regards qui sont posés sur ce corps. Ceci dit, face à la feuille blanche, nous éprouvons les mêmes angoisses que les hommes, parce que la littérature n'est pas sexuée. J'éprouve angoisse et fébrilité parce que je ne veux pas guérir de ce malaise. Je mise beaucoup à chaque page pour conjurer la menace du silence, ligne après ligne. Le travail d'écriture, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est à chaque fois de conjurer le silence, pour que le silence, la littérature part du silence, mais on ne veut pas que le silence prenne la place. On veut écrire quelque chose. Une écrivaine qui serait guérie est une écrivaine morte, sans interrogation de fond, sans préoccupation esthétique. Et à part ça, je dois parler aussi de mes obsessions parce que je pense que écrire, c'est faire partager au lecteur ses obsessions. Et moi, j'en ai quelques-unes que je vais vous livrer ici. La première, c'est certainement le pays que j'habite, Haïti. L'une de mes préoccupations donc majeures demeure cette île. Qu'est-ce qui n'arrête pas de nous arriver, nous, en Haïti? Qu'est-ce qui n'arrête pas de nous arriver? C'est une histoire compliquée, c'est une histoire tragique, c'est une histoire particulière. Haïti, c'est le moule et la matrice des relations nord-sud. Donc, dès qu'on parle de relations nord-sud, qu'il s'agisse de relations nord-sud avec l'Afrique, qu'il s'agisse de relations nord-sud avec l'Amérique latine, qu'il s'agisse de relations nord-sud avec les pays d'Asie, Haïti a été le premier pays du Sud. Donc, pour moi, Haïti, c'est un microcosme du monde. À travers toutes les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui sur le monde, Haïti est au cœur de ces préoccupations. Dans la mesure aussi que c'est un pays qui a construit une civilisation au 19e siècle et que cette civilisation est un peu, elle est beaucoup en porte-à-faux par rapport au projet de la modernité, puisque elle va à l'encontre de certain nombre de valeurs de la modernité qu'aujourd'hui elle-même, la modernité remet en question. Donc, pour moi, analyser Haïti, c'est quelque part aussi analyser l'avenir du monde. Je n'analyse pas seulement le passé glorieux. Pour moi, une réflexion de sortie de ce marasme, c'est aussi une façon de sortir Haïti en tant que modèle pour sortir de ce marasme du monde. Voilà. L'autre chose qui est importante parmi mes obsessions, c'est le temps. Je m'interroge énormément sur le temps et j'aime jouer avec le temps. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à écrire une histoire sur un temps linéaire parce que j'ai le sentiment que certains événements ne passent pas, ressurgissent à leur façon ou sont enfouis dans des couches souterraines et que nous vivons plusieurs temporalités émotionnelles en même temps. Nous sommes toujours en télescopage du temps. Donc, il y a beaucoup de flashbacks comme au cinéma dans mes textes parce que c'est toute ma compréhension et ma conception de ce qu'est le temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les études un peu scientifiques que l'on fait, aussi bien sur la physique quantique qu'autre chose, on vous montre que le temps, c'est vraiment très relatif. Le temps, c'est quelque chose de très subjectif. Et là, je suis ravie parce que je me rends compte que, bon, le temps linéaire, ce n'est que la surface du temps. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Pour ce qui est de mon esthétique, je crois que chaque écrivain a sa respiration, son souffle, qui se ressent avant tout, par exemple, dans sa ponctuation. C'est Garcia Marquez qui disait, dans chaque écriture, c'est presque la manière dont le cœur d'un écrivain bat. Et je crois que c'est vrai. Il y a la respiration de l'écrivain, il y a sa façon de bouger. Le corps se retrouve aussi quelque part dans cette esthétique du rythme. Écrire, c'est donc mettre en action aussi son corps. La pratique de la danse dès mon plus jeune âge m'a toujours paru essentielle pour comprendre qu'on puisse, dans le silence, on puise aussi dans cette grammaire du corps, autant que dans celle de la pensée. Donc, je ne les sépare pas. Très souvent, j'ai remarqué, en faisant un petit peu a posteriori, qu'on a souvent de la musique comme de la nourriture dans mes romans.
L'autre chose qui est ma troisième obsession, certainement, Haïti, alors, Haïti, le temps, l'esthétique, le rythme, il y a aussi les femmes. La voix des femmes est très présente dans mes romans et nouvelles, avec leur corps et l'histoire de ce corps en Haïti. Parce que l'histoire pour les femmes n'a pas été la même dans toutes les couches sociales. En Haïti, il n'y a pas une femme, il y a des femmes. J'ai tenté d'en faire le tour dans 3 romans. La classe présentée dans La Maison du Père n'est pas celle que l'on présente que je présente de La Couleur de l'eau, et encore moins celle que je présente dans Bain de lune. Mais c'est une manière, à travers ces 3 textes, de montrer, de projeter un éclairage sur ces 3 couches, je pourrais dire, différentes de femmes. Et dans chacune de ces couches, la place de la femme est différente. La place de la femme dans le milieu rural, elle est quand même dans le cadre d'une famille élargie, mais c'est elle qui fait le lien avec le bourg, elle va dans le marché, donc elle quitte. Et c'est à l'origine de la Madame Sarah qui va devenir, du bourg va aller en ville, de la ville va aller vers la capitale et à l'étranger, que ce soit en Panama ou en Chine, on retrouve les Madame Sarah haïtiennes. Donc, c'est une figure emblématique et très forte. Dans les milieux populaires urbains, on a autre chose, c'est la femme mère de famille et faisant lieu de chef de famille aussi. Et dans le roman, en fait, de La Maison du Père, on a une famille beaucoup plus bourgeoise qui voudrait se rapprocher, mais c'est la famille peut-être minoritaire dans ce pays, d'un modèle occidental, ma mère, père, vivant dans un petit microcosme. L'autre chose qui m'intéresse aussi, c'est de montrer des femmes jeunes, adultes, qui sont précisément à cet âge charnière où elles découvrent le monde. Alors, j'ai souvent, peut-être, est-ce que ce sont des romans d'apprentissage? Je ne sais pas si on pourrait les appeler comme ça, mais c'est intéressant pour moi de les placer à cet âge-là. L'autre chose, c'est que je n'aime pas enfermer complètement la femme dans son corps, même si on doit revendiquer cette liberté pour le corps, on doit revendiquer sa parole, il ne faudrait pas non plus que l'on s'enferme justement dans ce corps dans lequel on veut nous enfermer. Ce serait donc renforcer l'enfermement dont nous avons été objet. C'est une raison pour laquelle moi, je pense que la pensée aussi est extrêmement importante. Donc, il ne faut pas écrire juste pour choquer les bien-pensants et dire des choses qu'on avait simplement interdites aux femmes de dire, le désir, les fantasmes, mais il faut aller vers justement la pensée. Comment est-ce qu'on peut changer la pensée à partir justement de l'expérience de la femme, la pensée sur la société, la pensée sur le monde. Que tout ce qui est avec le corps de la femme est dévalorisé, invisibilisé. Il n'y a pas que le corps de la femme est invisibilisé, le corps des pauvres est invisibilisé, pas pour les mêmes raisons. Donc, il y a des groupes sociaux qui sont invisibilisés et essayer de réfléchir sur les discriminations de toutes sortes pour qu'elles refassent surface et soient mises en lumière. En ce sens, je pense que la femme est une puissance en devenir si elle peut s'accaparer de la pensée traditionnelle telle qu'elle était faite par les hommes, presque majoritairement et exclusivement, et entrer autre chose dans cette pensée. Une pensée qui ferait de la place aux valeurs de vie, aux soins, à l'empathie, qui sont des valeurs qu'on va retrouver dans toutes les sociétés pour les femmes. Et aujourd'hui, par exemple, en Amérique latine, il y a beaucoup de mouvements politiques qui intègrent ces valeurs, justement, des féminismes dans une manière de revaloriser la société, de repenser la société. Donc, l'expérience des femmes est une expérience qui a beaucoup d'avenir. Et je pense que les femmes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Je crois que c'est une puissance intéressante. Je dirais en conclusion que je ne suis pas une écrivaine engagée, car c'est une étiquette qui a été trop galvaudée. Je ne voudrais pas la porter comme une décoration. Je suis en revanche une écrivaine dans le monde, sensible au monde et toujours dans l'action, que ce soit au sein d'organisations, que ce soit pour peut-être apporter des appuis à des jeunes. Mais je suis une pessimiste active, pessimiste de la pensée, mais active quant à la manière par l'action. Je pense que l'action est importante pour nous, pour pouvoir changer le monde. Donc là, oui, moi, je pense qu'on doit, et on doit pouvoir justement changer le monde. Donc, je suis quelqu'un qui avance sans illusion, mais sans renoncement. Je suis une pessimiste, donc, de la pensée, mais optimiste dans l'action.
Et je n'abandonnerai jamais la réflexion au cœur de mon écriture. J'aime bien que les deux choses aillent ensemble. Et comme je l'ai dit, je vais avancer sans illusion, mais surtout sans renoncement, parce qu'il ne faut jamais renoncer. Merci beaucoup.